Bonjour à tous, ici Thomas Moody et je vais vous parler de photographie. Alors, avant de commencer, je vais juste faire un petit point sur le décor qui a un poil changé. Pour des raisons dont on s'en fiche complètement, j'ai dû changer l'organisation de ma pièce. Et du coup, je filme pas dans le même sens, ce qui fait que j'ai dû changer l'objectif, tout ça, donc ça change un petit poil pour vous, je pense. C'est un peu plus grand. Normalement, on voit la bibli en entier et j'ai de la place pour tendre les bras, ce que je pouvais pas faire avant, ce qui m'est pas hyper utile, mais ce que je peux désormais faire. Et c'est là que je me rends compte que ma bibliothèque est trop chargée, parce que du coup j'ai mis la caméra à l'équilibre avec le niveau, pour que ce soit droit, pour que ma tête soit droite, mais ça a quand même l'air penché parce que la bibliothèque est pleine de bouquins et du coup elle vacille. Donc si vous voulez, dans les commentaires, vous pouvez prendre des paris sur de quel côté elle va se péter la gueule en premier, et on aura peut-être la surprise ensemble en direct, enfin pendant que je tournerai, dans quelques mois. Voilà. Alors après cette introduction un peu triviale, on va s'intéresser à notre sujet du jour qui est la réalité en photographie. C'est hyper intéressant comme sujet, la réalité en photographie, parce qu'il y a plein de trucs qu'on fait justement pour préserver cette réalité, ou qu'on fait pas d'ailleurs, on évite de recadrer, on évite de retoucher tout ça pour que la chose qu'on a photographiée soit représentée telle qu'elle était. Et même moi personnellement, je suis le premier à m'intéresser à ça. Je vous en avais un peu parlé dans la vidéo sur Roland Barthes, qui disait que le réel adhère à la photographie, c'est une de ses propriétés. Et moi j'aime bien dans les photographies que je consomme, enfin les livres que j'achète, tout ça, ou celles que je fais, qu'il y a encore une trace de ce réel dans l'image. C'est pour ça que j'aime pas trop les images trop retouchées ou trop mises en scène. Pour moi ça s'éloigne de ce qui fait que j'aime la photographie, et c'est juste pas trop mon goût. Même si ça change un peu avec le temps, globalement c'est comme ça. C'est pour ça que des photographes de mode, comme Helmut Newton, je suis pas hyper fan de leur travail, c'est pas trop ma tasse de thé. Mais je respecte et je les connais quand même. Alors la notion de réalité dans la photographie et son rôle dans la création de l'œuvre, ça a été l'objet de beaucoup d'écrits philosophiques dessus, et on va pas pouvoir revenir sur tout dans une vidéo en fait. L'idée, ce serait beaucoup trop long et beaucoup trop complexe, et j'ai pas envie de faire ça. Mais là, comme ça, je peux vous poser quelques petites questions qui vont vous faire réfléchir à votre rapport à la réalité en fait. Est-ce que les choses sont réelles ou pas, et comment on interprète ça et comment on vit ça personnellement. Par exemple, comment vous pouvez être sûr que l'univers a existé avant vous et existera après vous? Comment vous pouvez le savoir, vu que vous n'étiez pas là concrètement? Enfin, on vous l'a dit, on vous l'a expliqué, mais comment vous pouvez en être sûr? Surtout qu'il continuera après que vous soyez parti. Comment on peut le savoir? Comment on peut en être certain? Et ce rapport au réel biaisé, ou duquel on n'a aucune certitude, c'est un peu le principe des films de Matrix par exemple, dans lequel on vit dans une simulation informatique. Là par exemple, vous n'avez aucune façon de savoir si ce que vous vivez est réel, ou si vous êtes dans une simulation informatique. Si par exemple vous vous étiez réveillé ce matin dans ce programme informatique et qu'un robot vous avait implanté l'intégralité des souvenirs de votre vie pour tester cette simulation, bah vous auriez aucun moyen de le savoir, vous vous rendriez même pas compte, et vous pouvez pas vérifier ça. Ça rend un peu zinzin quand on questionne la réalité comme ça, je trouve, quand même. Aussi, vous êtes certain de votre propre conscience, parce que vous entendez votre voix dans votre tête en permanence, donc vous savez que vous pensez que vous existez, mais comment vous pouvez savoir que pour les autres, c'est le cas aussi? Comment vous pouvez savoir que c'est pareil pour eux? Par exemple, je prends la couleur bleue. Ça va être un peu touchy, on reparlera des couleurs peut-être dans une autre vidéo, de la perception des couleurs, mais ce qu'on appelle tous bleu, ensemble, quand on voit quelque chose, c'est une lumière à une certaine longueur d'onde. Cette lumière a une certaine longueur d'onde, alors je sais plus, c'est quelque chose nanomètre. Cette lumière a une certaine longueur d'onde, on l'appelle tous bleu. C'est communément admis. Ce que l'œil perçoit à cette fréquence, on l'appelle bleu. Par contre, est-ce qu'on le voit tous pareil dans nos têtes? Est-ce qu'on a tous la même sensation, entre guillemets, de la couleur dans nos têtes? Est-ce que moi, ce que je vois et ce que j'appelle bleu, bah dans votre tête, vous, ce serait plutôt vert en fait. Mais comme c'est la même longueur d'onde, on appelle ça tous les deux bleu. C'est quelque chose qu'on ne saura jamais aussi, on pense que c'est le cas, mais on peut pas savoir si la perception qu'on a du monde les uns par rapport aux autres sont les mêmes. Il n'y a pas de façon de le savoir, à part de rentrer dans votre tête, ce qui est techniquement impossible ou extrêmement douloureux. La réalité aussi, c'est quelque chose qui est hyper dépendant de votre espèce. Par exemple, si on prend les chats, alors normalement j'ai une chatte, mais j'ai pas réussi à l'attraper pour la vidéo, elle s'est barrée dormir dans un coin. Donc si on prend les chats, ils voient moins de rouge que nous, mais ils voient beaucoup mieux la nuit que nous. De 1 ou 2 stops, un truc comme ça. Ils ont vraiment beaucoup plus de lumière. Ce qui fait que leur perception de la réalité, bah, elle est hyper différente de la nôtre. Ce qu'ils considèrent comme vrai et comme étant le monde, et leur expérience sensorielle du monde, elle est hyper différente de la nôtre. Et la nôtre, elle n'est pas plus valable que la leur, en fait. C'est assez biaisé comme raisonnement. Donc bref, c'était juste des petits sujets comme ça pour poser un peu le truc, juste pour dire que la question de la réalité, que ce soit en philosophie ou partout, c'est hyper intéressant, et moi je trouve ça un peu fascinant de se questionner là-dessus, et voilà, sans pour autant devenir fou. C'était normal. Bon, du coup, dans le cadre de cette vidéo, on va s'intéresser un peu à la réalité en photographie et comment on la capture, et est-ce que vraiment on la capture. Donc on va prendre un angle un peu technique pour parler de ça, ce que j'ai pas l'habitude de faire, mais ce que j'ai envie de faire cette fois-ci, et on va voir ensemble si vraiment notre appareil photo il capture la réalité ou pas, et si du coup ça vaut le coup de se prendre la tête en se disant non, faut que ce soit comme c'était, parce que c'est important que ce soit comme c'était. Sauf si vous êtes journaliste, si vous faites du packshot, des choses comme ça, ou de la reprographie, où vraiment faut reproduire les couleurs et les choses le plus fidèlement possible. Là je parle strictement dans le cadre d'une pratique artistique, est-ce que vraiment ça a du sens de faire ça?
Du coup, on va réfléchir un peu à ça ensemble. Alors déjà, quoi qu'il en soit, votre appareil capture qu'un morceau de ce qui est la réalité. Alors, on va prendre un exemple tout bête avec cette photographie de Ragnar Axelsson, que je vous affiche en titre d'exemple. Donc c'est une photographie de montagne, magnifique. Et imaginons que vous êtes là aussi en train de photographier cette scène à côté de Ragnar. Voilà. On va faire un petit peu de maths, mais c'est un calcul juste pour le fun, hein, ça va être très léger. Donc, imaginons que vous ayez un objectif 11 mm monté sur un capteur APS-C. Vous êtes riche, mais pas trop. Avec cet objectif, vous avez un angle, encore une fois approximativement de 104 degrés en largeur et de 70 degrés en hauteur. C'est lié au format 3,5 où la hauteur est moins large, forcément. Du coup, dans un monde qui n'a pas de limite, la montagne devant vous n'a pas de frontières, elle s'arrête jamais, enfin si elle s'arrête la montagne, mais le monde ne s'arrête jamais après, vous capturez horizontalement sur les 360 degrés que 29% de la scène et 19% de la scène verticalement, si vous photographiez dans le sens paysage. Autant dire que c'est pas beaucoup et que là on est qu'un grand angle. Avec un 70 mm, vous photographieriez une proportion encore plus ridicule de ce que vous pouvez voir autour de vous. Donc oui, juste par petit exemple mathématique assez trivial, ce que je voulais juste montrer, c'est que la question de capturer la réalité, elle se pose dès la prise de vue, et en fait, dès la prise de vue, vous faites des choix et vous sélectionnez qu'une toute petite part de ce que vous voyez. Parce que voilà, on voit une scène à 360 degrés autour de nous, qui, dans mon cas présent, est composée de lampes qui m'éclairent la gueule, et voilà, on photographie qu'un petit bout de ce truc-là, qui est tout petit en fait, et qui, plus vous avez un objectif zoomé, plus il est petit, et sélectionne une toute petite portion du monde environnant. Donc ça, c'est pour l'espace autour de vous, mais pour le temps, c'est encore pire. Parce que, je sais pas, une photographie, en général, on va être... les vitesses qu'on utilise, je sais pas, c'est entre 1 millième et un 30 secondes, quelque chose comme ça, le plus couramment. Quand on va plus vite, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de lumière. Quand on va lentement, c'est qu'on fait vraiment de la pause longue. Mais je sais pas, au quotidien, on doit être entre les deux. Même si on va vraiment très loin, si on prend entre 1 8 millième et 3 heures de pause, ce qui fait quand même des grandes pauses, par rapport à un écoulement infini du temps, c'est vraiment un tout petit morceau qu'on capture. Donc l'image qu'on capture, à partir du moment où on déclenche, on prend toujours une fraction infime. Et ça peut pas représenter la réalité. Rien que ça, en fait, rien qu'à la prise de vue, l'image qu'on produit est forcément biaisée par le fait qu'on découpe quelque chose d'aussi infime. Faut aussi qu'on parle ensemble de l'ingénieur japonais. Alors l'ingénieur japonais, c'est celui sans doute qu'on oublie le plus dans tous les débats sur la photographie, mais pourtant il décide de tout. Oui, j'aurais pu prendre aussi un ingénieur allemand, mais comme personne n'a les moyens de se payer un Leica, on va prendre un japonais. Alors l'ingénieur japonais, c'est celui qui a conçu l'appareil photo que vous utilisez, qui me filme en ce moment pour moi, l'objectif qui est monté dessus, et les logiciels qu'il y a dans cet appareil, et aussi vos logiciels de retouche et compagnie. Bon, si vous êtes chez Adobe, c'est un ingénieur américain, mais vous comprenez le principe. Et son travail, il est pas neutre du tout. C'est quelqu'un qui prend beaucoup de décisions pour correspondre à un cahier des charges industriel, et aussi à votre besoin, un petit peu. Donc il a décidé de plein de choses dans la conception de votre appareil, qui sont décidées avant que vous l'achetiez. En fait, il y a plein de décisions qui ont été prises pour produire ce produit, qui fait des choses d'une certaine façon, parce que c'était comme ça que l'ingénieur japonais trouvait que c'était le mieux de les faire. Et ça introduit une sorte de biais déjà dans votre appareil, dont on n'a pas forcément conscience. Par exemple, déjà dans la conception de votre capteur. Alors sa dynamique, où est-ce qu'il peut aller du plus clair au plus sombre, ses couleurs, le nombre de photocides qu'il contient, la taille qu'ils font, comment ils sont répartis, donc tout ça, ça va influer la façon dont il va capter la lumière. Parce que c'est ça qui va impacter la façon dont on va passer d'un monde analogique, donc une lumière qui est une onde continue, à un monde numérique où c'est découpé en 0 et en 1, très grossièrement. Et ça se fait par le capteur, et la conception de ce capteur, qui permet de passer du réel justement à l'image qu'on a capturée, elle est liée à des choix de l'ingénieur japonais. Et si vous changez ces paramètres, d'ailleurs d'une marque à l'autre c'est pas les mêmes, la façon dont on capture le monde, elle est un peu différente quand vous photographiez qu'un Fujifilm la même scène qu'avec un Nikon, qu'avec un Canon, etc., qu'avec un Sigma, qu'un capteur Foveon et compagnie, chacun va rendre un peu différemment parce que la structure interne du boîtier fait qu'il capture la réalité différemment. Et ça c'est la même chose par exemple pour votre objectif, l'angle qu'il utilise, les détails, les contrastes qu'il rend, et aussi les T-stop, comment on explique ça. C'est un peu comme l'ouverture, mais en fait ça prend en compte le fait que le verre retient une partie de la lumière et en absorbe. Par exemple, si vous avez un objectif, alors par exemple je prends des valeurs au pif, mais si vous avez un objectif 1.4, il est possible que ce soit un T1.8 parce que le verre va retenir une partie de la lumière et finalement vous n'allez pas avoir 1.4 de lumière qui rentre dedans. Pour être très schématique. C'est surtout utile au cinéma parce que c'est important de connaître la valeur précise de lumière qui rentre dans plusieurs capteurs quand on filme une scène avec plusieurs appareils. Pour la photographie, c'est un peu moins utile. Ce qui va nous intéresser, nous, c'est plus la profondeur de champ. C'est à ça que sert l'ouverture, plus qu'à avoir la quantité exacte de lumière dessus. Bref, tout ça pour dire que ça, c'est typique de l'objectif et que chacun a un rendu différent par rapport à ça, est composé de matières différentes, de choix d'industrie avant, qui aussi impacte la façon dont il va capturer la réalité. Alors il y a aussi une partie qui m'amuse beaucoup, c'est le logiciel interne de votre appareil, parce que là c'est complètement la fête. Et là ça commence même avant que vous commenciez à prendre la photo. Votre appareil, vous le démarrez, il va calculer l'exposition,
Donc est-ce que c'est la bonne, est-ce que c'est pas la bonne, comment il y a assez de lumière, il n'y a pas assez de lumière. Il va chercher le sujet, si c'est un humain pour faire la mise au point sur le visage, est-ce que c'est vraiment bien au point, il réfléchit, il calcule, ça c'est bien au point, c'est pas bien au point, je continue, machin. Il va aussi choisir le couple ouverture-vitesse avec les ISO que vous avez choisi, machin, donc c'est lui qui décide, est-ce que ça c'est mieux que ci, est-ce que ça c'est mieux que ça, il prend des choix tout seul. Dès que vous êtes en semi-automatique, il prend aussi plein de décisions, et il réalise aussi le traitement des images si vous shootez en JPEG. Sinon c'est le logiciel de post-traitement. Et là le logiciel de post-traitement c'est aussi complètement la fête. Vous lui donnez un RAW, qui est un paquet de données, qui n'est pas une image, un RAW c'est un paquet de données, et il va interpréter ces données pour dire ok, donc à tel endroit il y a tel pixel et on me donne telle valeur, vas-y je dis vert, allez celle-là je dis bleu, celle-là je dis rouge, machin, etc. Et c'est lui qui va fabriquer une image à partir de cet ensemble de données. Et encore une fois, chaque logiciel va avoir un rendu différent. Capture One, Lightroom, tout ça, c'est pour ça qu'il y a autant de tests là-dessus, c'est parce que on compare les différences de rendu entre ces logiciels. C'est pareil pour tout le réglage, par exemple la balance des blancs, l'exposition, tout ça. À chaque fois que vous faites un réglage, ou par exemple un réglage automatique de la balance des blancs sur Lightroom, le logiciel va viser une cible, le rendu correct, qui est jamais clairement défini. On n'a pas dans le manuel de Lightroom, il n'y a pas écrit noir sur blanc la cible de Lightroom pour toutes les photographies et ce à quoi il tend, etc. Quels sont ses critères pour avoir une bonne exposition, par exemple. Donc il va tendre vers ça et avec sa façon propre d'y arriver. Donc il a une cible, et il y arrive de la façon qui lui semble le mieux, selon les choix des ingénieurs d'avant. Si je suis rentré dans ces considérations un peu techniques, rigolotes mais pas forcément passionnantes, je parlais dans une autre vidéo de pourquoi je fais tout ça et pourquoi ça m'était utile un jour. Si je suis rentré là-dedans, c'était juste pour vous montrer un petit peu en détail à quel point les appareils qu'on a dans la main sont complètement biaisés, sont le résultat de choix antérieurs. Alors ils sont très bien, moi j'adore utiliser mon appareil, il fait des choses super, je suis hyper content avec, mais juste par sa conception, c'est pas possible de capturer la réalité. Il n'est pas conçu pour ça, c'est pas un instrument de mesure scientifique absolument rigoureux, et normé, cadré, etc., qui essaierait d'avoir les valeurs les plus brutes et possibles, les plus neutres, etc. Là, on est sur un produit industriel qui vise un certain rendu, une certaine qualité, et qui y arrive par les choix qui ont été faits avant. Et là, ça va être le grand moment du paradoxe. Pourquoi? Parce que vous allez me dire, bah ouais, tu nous dis ça, mais il y a quand même plein d'exemples de la photographie où elle a été utilisée comme un art de l'exact, en fait. Comme un art qui reproduit la réalité. Vous avez raison, et on va même voir pourquoi. Il y a plusieurs exemples que j'aime bien, mais il y en a un que j'aime beaucoup, c'est celui de Alphonse Bertillon. Alors l'anthropométrie signalétique de Bertillon, c'est un bon exemple de cas d'usage où la photographie était utilisée pour reproduire la réalité le plus fidèlement possible. Elle servait à répondre aux besoins d'identification de la population avant l'invention des empreintes digitales, forcément. Parce qu'en fait, dès 1832, il est interdit de marquer les prisonniers au fer rouge. C'est un peu la fin de la déconnade, quoi, on peut plus cramer les gars qu'on fait des conneries, ça fait un peu chier, mais on se démerde autrement, et du coup il faut un autre système pour identifier les détenus, les prisonniers, les délinquants, bref, les raclures du monde. Et du coup, c'est là qu'Alphonse Bertillon, avec d'autres, il a construit à partir de photographies de détenus prises de face et de profil, une méthode efficace de reconnaissance. Là vous envoyez un exemple à l'écran. Donc avec 90 000 clichés, il dispose en 1890, au moment où paraît son livre La photographie judiciaire, d'une véritable bibliothèque de tête. L'ouvrage sert de base pour rédiger des fiches de description des coupables, des bandits, des condamnés, etc. Donc cette pratique va rester en place jusqu'à l'apparition des empreintes digitales pour reconnaître les gens, et après elle va disparaître complètement parce qu'en France on aime bien la paperasse, mais il y a quand même un moment de ne pas se faire chier non plus à rédiger des trucs de 3, voilà, c'est des grands formulaires un peu relous, on met des empreintes, ça marche aussi bien et on fout la paix aux photographes. Et retenez juste ça, on a vraiment utilisé la photographie pour documenter précisément les criminels et de la façon la plus réaliste et rigoureuse possible. Toujours pour rester dans la criminalité et les bandits, la photographie elle a été utilisée aussi régulièrement pour témoigner des crimes et des délits. Et elle est considérée comme une preuve tangible, c'est presque un objet accusateur. Alors ce serait moins le cas maintenant forcément parce qu'il y a beaucoup de retouches et compagnie, on va en reparler, mais vous imaginez une photographie en 1930 de quelqu'un qui tire sur une autre personne, on va quand même penser sérieusement qu'il y a eu un meurtre, quoi. D'ailleurs, s'il y a bien un photographe qui a contribué à cela, c'est Weegee. C'est un photographe américain assez célèbre pour ses photographies de scènes de crime à New York. Il était en permanence scotché à sa radio, que la police lui avait gentiment fourni, et c'était le premier arrivé sur les lieux du crime. C'était un adepte du flash, et il produisait des images crues, mettant le spectateur face à face avec la réalité des événements. C'était un reporter, et publiait ces images dans la presse, mais elles constituent aussi des preuves des crimes qui s'étaient passés, quoi. Quand on voit ces images, personne ne doute que la personne au sol est morte, que celle-ci a été agressée, etc. Alors je pourrais continuer avec d'autres exemples, notamment le photojournalisme d'Henri Cartier-Masson, ou les travaux de Capa, par exemple le célèbre soldat espagnol qui se fait tirer dessus. Mais vous avez compris l'idée. La photographie a été utilisée aussi comme un art de l'exact et comme une preuve assez régulièrement. Mais du coup, vous voyez qu'il y a un paradoxe là, parce que d'un côté, je vous explique que mécaniquement, structurellement, par son fonctionnement, l'appareil ne peut pas reproduire fidèlement la réalité, et de l'autre, je vous explique qu'il a été utilisé beaucoup comme ça. Quezako,
Que se passe-t-il? En fait, si la photographie elle est utilisée comme un art de l'exact, c'est parce que nous y croyons. Il y a un consensus. Nous sommes tous d'accord pour dire que si une image a été reproduite dans certaines conditions, on est d'accord pour croire à ce qu'elle représente. S'il n'y a pas eu de retouche, s'il n'y a pas eu de mise en scène, si c'est pas des acteurs dedans, etc., on peut croire à ce qu'il y a dans la scène. C'est pour ça que d'ailleurs dans les concours de photojournalisme, il y a des règles très strictes, et qu'il y a souvent des cas de personnes ayant retouché des images qui sont retoquées de concours célèbres, World Press Photo, etc. Ça arrive à peu près chaque année, parce que ça casse ce rapport de confiance, et que tout le monde est très triste, et du coup, quand on est très triste, on vire les gens. Mais du coup, ce rapport à la réalité, c'est plus une relation concrète avec les images que quelque chose qu'elles font systématiquement. Surtout à notre époque où le numérique permet vraiment de retoucher très largement et de modifier très largement les choses, c'est plus une relation de confiance que l'on a avec les images dans certains contextes, qu'une propriété intrinsèque des appareils à produire des choses réelles, à reproduire des choses réelles. Voilà. On a envie de croire ce qu'on nous montre et de limiter la part d'incertitude liée à une éventuelle manipulation. Mais cette croyance, elle nous permettra jamais vraiment de dire que on photographie la réalité. C'est pas trop possible. Et c'est encore plus paradoxal, toute cette histoire, qui va faire fumer des cerveaux, mais j'aime bien. C'est encore plus paradoxal étant donné que c'est hyper difficile de faire complètement l'inverse de photographier la réalité avec un appareil photo, c'est-à-dire de faire de l'abstrait. Parce que oui, faire quelque chose de complètement abstrait, c'est compliqué, étant donné que le médium garde toujours un pied dans la réalité. Quoi qu'il arrive, on est toujours obligé d'ouvrir un obturateur ou quelque chose pour mettre de la lumière un certain temps sur une surface sensible. On peut pas faire de photographie sans un contact avec le réel, sans un contact avec la lumière et les photons qui nous viennent de notre ami le soleil, ou des lampes, etc. Bref, vous avez compris. On est toujours attaché au réel, même si on ne peut pas le représenter de façon parfaite. Donc c'est à nous, en tant que photographe, de trouver notre place dans ces eaux troubles entre un appareil qui ne peut pas produire le réel, mais qui nous oblige forcément à travailler avec. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura fait réfléchir à votre pratique, à votre façon de travailler, et au rapport que vous avez avec le réel et votre appareil. Alors ça paraît irréel et dématérialisé aussi, mais c'est aussi le moment de lâcher un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne si vous venez de la découvrir. Et à plus forte raison, si vous venez pas de la découvrir, que vous la regardez souvent, c'est aussi peut-être le moment. Et je vous mets, comme d'habitude, un lien vers mon livre qui s'appelle 10 outils indispensables pour votre projet photo, qui lui vous aidera de façon réelle et concrète. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.